Elle a été cruelle, blonde à forte poitrine, a bu le sang des Mirabelles, s'est arrangée avec son cœur. Bref, vous l'avez compris, Camille de Perret y aime la vie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand les plus beaux sourires masquent les plus vives souffrances, c'est tout de suite, et c'est avec ou sans fil. Et c'est par là que ça se passe, Camille. Bienvenue dans votre vie. On va la voir défiler, votre vie, à travers des photos marquantes. Ben voilà, la première. La première, c'est celle de ma maman, de ma petite sœur et de moi. Ma sœur et moi, on a 9 ans d'écart. Et c'est une photo très importante parce que ma mère et ma sœur, c'est vraiment les deux personnes. On forme un trio très, très fort et très uni. Depuis toujours et aujourd'hui aussi. Parlez-moi un peu de votre maman. Parce qu'elle est arrivée, avant de vous avoir, elle est arrivée depuis sa Normandie, elle, hein, oui, elle est arrivée à la capitale. Jeune, hein, elle est arrivée jeune. Un vrai potentiel intellectuel, votre maman. Oui, ma mère, elle était première du canton quand elle était... Elle était très brillante, c'était une élève très brillante, mais elle venait d'une famille où il y avait 7 enfants et il fallait vite travailler, quoi. Ouais, il fallait vite travailler, il fallait vite s'y mettre. Et elle a fait des études pour être auxiliaire de puériculture, s'occuper d'enfants. Et elle est montée à la capitale et elle a fait ses études pour être infirmière alors qu'elle travaillait à l'hôpital. Donc elle fait ses études de jour et les gardes la nuit, quoi. C'était une femme très courageuse, ouais. Exactement, mais elle n'en a pas fait tant que ça, finalement, parce qu'elle aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux, votre maman. Tant et si bien qu'elle va vraiment insister pour que vous en fassiez, justement, des études. Ça, c'était très important pour ma mère, que ma sœur et moi, on fasse des études les plus brillantes possibles et que les études, les livres, tout ça, c'était très important pour ma mère, oui. Ça l'est toujours, d'ailleurs, hein, mais... Ouais. Et vous l'avez dit, trio infernal. Et pas quatuor infernal. Non, pas de quatuor, non. Ouais, là, justement. Pas de quatuor. Bah oui, cette photo-là, en fait, c'est la photo de mon père, donc le Corse, c'est lui. Hein. Donc, Henri de Perret de la Rocca. Voilà, on a tout le panel corse. Et c'est la seule photo, en fait, que j'ai avec lui. J'en ai pas d'autres, on a cherché et on a trouvé que celle-ci. J'étais même étonnée, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment fait que passer et qui... a clairement déserté le foyer familial. Il nous a abandonnés, maman, ma sœur et moi. Et j'avoue que j'en ai pas souffert, en fait. J'en ai pas du tout souffert. Avant que vous parliez de vous, si vous en avez souffert, cet homme-là, effectivement, c'est un séducteur impénitent, en fait. Oui. Avant votre maman, il aura séduit quelqu'un, il aura séduit quelqu'un après, il a eu plein de femmes, plein d'enfants. Plein d'enfants, oui, tout ça n'est pas très sérieux, mais justement parce que lui était très volage et très instable, en fait, je pense que c'était d'autant plus important d'avoir une mère très solide et très stable, quoi. Très solide et très stable, sauf que votre maman, elle va l'aimer, votre papa. Ah oui, elle c'était... C'est l'amour de sa vie, C'est l'amour de sa vie. Ouais. Bah oui, et je pense que c'est quelque chose comme ça, on ne s'explique pas. C'est pas parce que quelqu'un est pas très bien sous tout rapport qu'on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. L'amour, ça se décide pas. Ouais. Mais vous, en revanche, vous ne l'appellerez jamais papa. Vous, non, moi, je ne l'ai jamais appelé papa, non. Mais non, mais c'était pas possible. Mais je l'appelais Henri. Mais je l'ai pas appelé Henri longtemps. Hein, enfin, je l'ai vraiment vu très peu. Donc, et vous en parlez en rigolant, parce qu'effectivement, c'est pas vraiment ce papa. Non, et ça c'est quelque chose que les gens ont du mal à imaginer. Mais moi, je n'ai jamais souffert de ne pas avoir de père. C'est quelque chose qui m'a pas... c'est pas constitutif de moi, de ma personnalité. Je suis la fille de ma mère, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. Mais, et après, j'ai pourtant donné un père à mes enfants. Je suis ravie que mes enfants aient un père formidable et tout ça. Donc, c'est pas comme si je disais qu'on n'a pas besoin de père pour se... Voilà, c'est sûrement génial d'avoir un père qui est là. Mais moi, ça m'a pas manqué. Et alors, on vous retrouve pourtant ici, vous êtes en Corse, là. Oui, là, je suis en Corse. Qu'est-ce que vous venez faire en Corse, alors, du coup ? Je suis en Corse avec une... vous voyez, je suis toute maigre, toute petite et tout. Je crois qu'on me donnait 4 ou 5 ans de moins que mon vrai âge. J'ai grandi très tard. Et donc, c'est une amie,
en classe de 6e, ses parents avaient loué une maison en Corse pour les vacances et ils m'avaient invitée en Corse. Et donc j'étais allée avec elle et c'est la première fois que j'ai mis les pieds en Corse. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette photo. Et vous n'êtes pas passée par le foyer familial? Pas du tout, mais il n'y avait plus rien du côté des Peretti. En fait, mon père était lui-même, avait passé très peu de temps en Corse. C'est plutôt le grand-père, l'arrière-grand-père. Là, oui, il y avait du lourd, mais sinon, non, en fait. On va grandir avec vous. Oui. Et on va vous retrouver là. Alors, j'ai mis 2 portraits côte à côte, Oui. Camille, où on vous voit la tête dans les étoiles. Oui, c'est marrant. Et je crois que... voilà. C'est marrant, oui. Non, mais sur les photos, je regarde souvent en l'air. Je sais pas. Vous êtes rêveuse, en fait. Oui. Hein, voilà. Oui, j'ai toujours beaucoup imaginé des choses et beaucoup rêvé de choses. Je crois que j'étais une enfant qui rêvait beaucoup, qui lisait beaucoup. Et qui rêvait très vite à écrire, d'ailleurs. Et qui rêvait très vite à écrire, c'est vrai. Et j'aimais tellement les livres, en fait, je me disais, si je peux faire ça de ma vie, ce serait vraiment génial, quoi. Voilà. Avant d'écrire des livres, il faut faire ce qu'elle dit, maman. Et maman, je l'ai matérialisé pas ça. Elle dit, ma fille, il faut que tu fasses de brillantes études. Ouais, hein, brillantes vous êtes études. Première de la classe, au primaire, hein, vite. Non, mais je suis au premier rang, ça oui. c'est sûr. Après, oui, j'étais une très bonne élève. J'étais ce qu'on appelle une enfant très scolaire. Donc, j'aimais l'école, j'aimais mes maîtresses, j'aimais travailler, j'étais sérieuse. Enfin, je pense que j'étais vraiment... Mais ça se voit d'ailleurs, hein, Oui, complètement, complètement. Là, ouais. Et j'étais dans mon élément à l'école, j'ai toujours été hyper heureuse à l'école. Et moi, c'est que des bons souvenirs à l'école. C'est que des bons souvenirs, sauf qu'après le bac, vous allez faire Cagne, c'est ça quand même, hein, oui, prépa. Après le bac, Hippocagne. Et puis après, on va vous retrouver à HEC. Non, elle est sec. À l'ESSEC. Ah oui, c'est à l'ESSEC, c'est à l'ESSEC. C'est bien HEC, dites HEC. À l'ESSEC. Et ce que je vous propose, c'est que de cette vie qui commence à l'ESSEC, on va en parler dans une autre pièce. D'accord, ça marche. Ok, ouais, très allez, bien. venez avec moi. Prenez place, Camille. Merci. Et on va commencer avec cette photo. J'ai mis cette photo, là, vous avez quoi? Vous avez 17, 18 ans? Ouais, hein? c'est ça. J'ai été Et aiguillée. après, on vous retrouve dans cette école de commerce. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, j'ai planté Normal Sup. Et avec ma mère, on voit un reportage à la télévision envoyé spécial sur HEC, sur les écoles de commerce. Et ma mère me dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ils ont l'air de très bien réussir leur vie, ces gens-là. Voilà. Et c'était ouvert au littéraire et les concours de ESSEC, HEC, ESCP. Et j'ai passé les concours et je l'ai eu. Ce qui est c'est à la fois très étonnant parce que j'étais pas du tout faite pour ça. Et en même temps, j'étais tellement perdue que... Sauf que vous persistez dans cette erreur, parce qu'à la sortie de l'ESSEC, vous montez votre propre entreprise, vous voulez devenir la plus grande wedding planeuse de Paris. Hein? Il y avait un film qui était sorti avec Jennifer Lopez qui s'appelait The Wedding Planner, j'avais trouvé ça génial, j'avais dit moi aussi je vais organiser des mariages, mais je connaissais rien. Et j'étais nulle en comptabilité, je me suis pris un contrôle fiscal la première année d'exercice, parce que j'avais mélangé la TVA. J'étais complètement à l'ouest. Mais c'est pas grave, parce que je faisais ça de manière très enthousiaste et tout. Mais en même temps, j'ai pu écrire mon premier livre. Exactement. Voilà. Votre premier manuscrit. Oui. Vous écrivez votre premier manuscrit, rapidement, hein, vraiment, et ce manuscrit, vous l'envoyez à combien d'éditeurs? Alors déjà, je le donne quand même à lire à mes 3 meilleures copines et à ma maman, en leur disant, est-ce que vous pensez que c'est un livre? Est-ce qu'il y a un début, un milieu, une fin? Est-ce que ça se tient? Est-ce qu'on tourne les pages? Et dans les copines, il y en a une qui m'a dit oh, « Tu vas te faire de l'argent ». Et alors ça, j'ai dit « Mais c'est pas du tout l'idée ». Et elle a dit « Non, mais envoie-le vraiment, hein. Ça va se vendre, ce truc ». Donc je l'envoie à 46 éditeurs, 46 enveloppes craft à la poste de la rue Monge. Et j'ai eu 45 réponses négatives. Et la réponse positive? Et oui, et j'ai eu la réponse positive de mon éditrice, là, Delphine Mosin, à droite, qui m'a appelée en me disant « Écoutez, on a reçu votre manuscrit, c'est pas mal, il y a des trucs à revoir, mais on voudrait bien travailler avec vous. » Et effectivement, un livre est édité, ce livre est édité, et ce livre marche.
Et ouais, là, bien sûr, cette photo, c'est le prix du premier roman à Chambéry. C'était une de mes premières dédicaces. Effectivement, elle avait raison, votre copine. Ça marche, sauf que on va regarder à quoi il ressemble ce livre. Oui, c'est ça. Ce livre, c'est ça, en fait. Ce livre, c'est un livre donc, qui s'appelle Tornithorinx en français. Là, vous avez mis la version italienne aussi. Exactement, parce qu'il va marcher partout. Il va marcher partout, il est traduit dans plusieurs langues et tout ça. Et ce livre, ce qui est important, ça, Camille, c'est vous. Alors, sur la photo, ça n'est pas moi. Hein, non, mais c'était votre vie, en tout cas. C'était ma vie, c'était une autofiction, c'était complètement autobiographique. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années, finalement, où vous êtes à l'ESSEC Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'étais... Alors d'abord, j'avais quand même ce qu'on dit le profil type de l'anorexique. Donc ça, c'est ce que les psychiatres disent. Hein, mais le côté très bonne élève, très sérieuse, qui veut toujours plaire, qui veut toujours faire plaisir, qui sort pas des cadres, etc. Qui mange pas beaucoup. Qui mange pas beaucoup, non. Mais les anorexiques, c'est pas des jeunes filles qui n'ont pas faim. Hein. C'est des jeunes filles qui veulent mourir. C'est très différent, ça. C'est-à-dire qu'une anorexique, elle a faim comme tout le monde, mais elle s'empêche de manger parce qu'elle veut que son corps disparaisse. Donc ça met des années à comprendre quand on est dans cette maladie. Mais une anorexique, elle veut pas maigrir, elle veut mourir. Et pourquoi vous vouliez mourir à l'époque ? Pourquoi est-ce que je voulais mourir ? Parce que j'étais dans une voie qui était toute tracée pour moi et qui me convenait absolument pas, où j'allais pas pouvoir... être justement cette femme qui écrit des livres et qui vit de littérature et de poésie d'une certaine manière. J'étais vraiment pas faite pour rentrer dans le monde de l'entreprise et être cadrée comme ça, quoi. J'avais vraiment besoin de... Sauf que la couverture de ce livre, ce n'est pas simplement anorexique, c'est boulimique anorexique. Oui, alors après il y a des variantes et c'est plus banal en fait d'être boulimique anorexique. C'est moins grave aussi, même si c'est quand même une maladie très grave. Mais donc j'avais le profil de l'anorexique. À l'ESSEC, j'ai déclaré une vraie boulimie anorexie. Je suis rentrée dans ce cercle infernal et je me faisais vomir 5, 6, 7 fois par jour, plusieurs kilos par jour. Donc ça consiste à se gaver de nourriture et tout régurgiter. C'est très dangereux de faire ça, évidemment. Au bout d'un moment, vous foutez tout en l'air. Et puis j'ai été un peu trop loin, en fait, dans ce délire-là. Et j'ai un moment, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je m'en sorte, il faut que j'arrête ce truc. Et je l'ai dit à ma mère. J'ai dit, voilà, ça fait des années, enfin, ça fait 2 ans. 3 ans. Ouais, 2-3 ans, que je me fais vomir de plus en plus fort et de plus en plus, voilà. Et là, ma mère m'a dit, écoute, c'est très grave, c'est peut-être et sûrement en rapport avec moi, donc je ne peux pas t'aider. Donc tu vas aller voir quelqu'un de professionnel, mais moi, c'est pas mon problème. Et elle m'a foutu dans les pattes d'un psychiatre extraordinaire qui m'a littéralement sauvée. Et je m'en suis vraiment sortie. Vous a sauvé en vous disant quoi ? En vous disant justement... En me faisant comprendre que mon problème, ce n'était pas la taille de mes fesses, mais que quand je pensais toute la journée au fait que j'avais trop mangé, pas assez mangé, que j'étais trop grosse, que j'étais trop maigre, que j'étais ceci, tout cela, je voyais pas le vrai problème qui était que je détestais ma vie. Voilà. Et quand on a réussi à décrocher ce truc, et bah là j'ai pris le taureau par les cornes et ça a été. Et je m'en suis vraiment bien sortie. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. Complètement. Ouais. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, oui. Vous décidez d'écrire. C'est mon bazar. Et là, on voit des plans de livres. À chaque fois, systématiquement, il faut respecter une contrainte. C'est ce que vous mettez en tête dans votre œuvre. Alors ça, c'était quand j'avais 18 ans. Oui. Mon idée de départ, avant même de pouvoir rêver d'être écrivain et d'en vivre et tout ça, je m'étais dit, si un jour j'arrive à écrire, j'aimerais pouvoir écrire un livre de chaque genre littéraire existant. Et c'est toujours comme ça que je commence un livre. Donc je me fixe un but. Par exemple, je veux écrire un roman épistolaire. Donc là, je prends le modèle du genre, voilà, Laclos, les liaisons dangereuses, et je décortique le genre, je décortique le roman, et après, je le plaque sur
une histoire que soit j'invente, soit je n'invente pas. Et j'ai fait ça. Après, j'ai écrit un roman oulipien, donc sous contrainte mathématique. Ce qu'il y a sur la photo, donc là, c'était quand j'écrivais Le sang des Mirabelles, mon précédent roman. Là, c'est un roman historique, donc avec beaucoup de recherches sur le XIIe siècle, le Moyen-Âge. Donc, vous avez en face vous voyez, des photos de châteaux forts et comment est-ce que le château du livre est organisé, etc. Là, c'est tout le plan du roman avec hiver, printemps, automne, hiver, etc., avec toutes les fêtes religieuses, avec les départs en croisade, avec enfin tous ces trucs-là. C'est Pérec qui dit que, au fond, je me donne des contraintes pour être totalement libre. Et c'est pas mal d'avoir des cadres, hein, c'est des bonnes béquilles aussi. Et donc la vie est belle, là. Et donc là, ah oui, là, la vie est belle. Bien, là, c'est avec mon mari qui veut jamais apparaître en photo nulle part. Et qui... Vous vous mariez, mais effectivement, comme vous dites, on ne voit pas votre mari. Non, mon mari veut pas qu'on montre son visage. Non. C'est lui qui veut pas. C'est quelqu'un de très discret et qui aime pas du tout oh là là, les feux des projecteurs et tout ça. Autant que moi, j'aime aller à la télévision, mais alors lui, non, pas du tout son truc. Est-ce que c'est pas parce que il y a ça aussi? Les 100 Françaises qui vous font fantasmer, et vous étiez dans ces 100 Françaises qui faisaient fantasmer les Français. 2012, mon heure de gloire. Les 100 Françaises qui font fantasmer les Français. Est-ce que c'est pas pour ça, parce qu'il faut l'assumer quand même d'être avec une des femmes qui fait fantasmer les Français, qui dit non? Je pense que c'est parce que c'est quelqu'un de très humble et de très discret, tout simplement. Bon, votre heure de gloire, et puis il y a quand même une autre heure de gloire dans la vie, Camille. Ah oui. Mais assez rapidement, finalement, quand il naît, ce petit, vous le regardez et vous dites qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais tout autour de vous, on vous dit « Mais non, tu te fais des idées, arrête, calme-toi, Camille. » Et ce que je vous propose, justement, c'est de faire une petite pause, là, d'aller dans une autre pièce pour voir ce qui va se passer avec cette naissance dans votre vie, parce que ça va être vraiment une vraie révolution. Hein, oui, un vrai point tournant. Oui. Allez, venez avec moi. Donc, Camille, on se dirige là, oui, effectivement. Ce petit, vous suspectiez quelque chose, en fait, très rapidement. Il y a plein de machines autour de lui, en fait. Il y a plein de machines autour de lui. Ça, c'est une photo, donc notre petit Auguste est autiste très sévère. Il a 12 ans aujourd'hui. Il a été diagnostiqué avec un syndrome de délétion génétique très rare qui s'appelle le syndrome 22q13. Et donc là, cette photo-là, c'est parce que mon petit garçon s'est très souvent cassé les dents et a plein de problèmes de dentition, comme souvent ces enfants-là, parce qu'ils mâchouillent un petit peu tout, etc. Et c'est très difficile d'obtenir une place à l'hôpital pour lui faire réparer les dents, parce qu'on est obligé de faire ça sous anesthésie générale. Un enfant qui a des caries, il va chez le dentiste, il ouvre la bouche, on lui dit « tu bouges pas », et voilà. Mais Auguste, tu ne peux pas lui dire ça, parce qu'Auguste, il va vraiment bouger avec la roulette, ça risque de mal se passer. Donc il fallait une anesthésie générale, et on a rencontré un merveilleux docteur qui a accepté de le faire, et donc voilà, ça c'est une photo de lui ce jour-là. Parce que 22q13, ça signifie qu'Auguste, il ne sait pas se nourrir tout seul. Alors Auguste, il ne parle pas, il est non-verbal, il n'est pas propre, il a des grands problèmes de motricité, donc, alors pas grande motricité, mais motricité fine, donc l'utilisation des mains et de la pince et tout ça. Donc oui, il se nourrit de manière très maladroite. Et puis surtout, il n'a aucune conscience du danger. Auguste, permettez-moi cette photo, cette allégorie même, ça serait lui, en fait, Auguste. Oui, c'est ça. C'est dans le film Hors Norme, en fait, c'est ce petit-là à qui on met un casque parce qu'il se tape partout, en fait. Si vous marchez avec Auguste dans la rue et qu'il voit un camion et que le camion lui plaît, il va sprinter et il va se prendre le camion de plein fouet. Vous voyez, il n'a aucune conscience du danger. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement dangereux parce que ça nécessite une surveillance quotidienne. Si vous êtes dans la cuisine et que vous vous retournez et que vous avez laissé le pec citron, ben, il va le boire, mais il va le boire vraiment, c'est-à-dire en entier, quoi. Il va pas... Ouais. Et ceci, en fait, Camille, c'est que vous allez mettre du temps avant de vous en apercevoir. Et ce diagnostic, ce 22q13, vous en apercevez, en fait, à la naissance de lui.
Petite Orson. Orson. Déguisée en Napoléon. Exactement, la photo qui vient bien. J'adore cette photo. Comme vous ne savez pas que votre enfant est autiste, vous faites un deuxième enfant, donc c'est presque inconscient de complètement. faire c'est complètement inconscient de faire un deuxième enfant. Et quand effectivement naît le petit Orson, on vous dit, votre petit, en fait, il est autiste 22q13. On a réussi à faire diagnostiquer Auguste à l'âge de 3 ans. Donc Orson venait de naître, oui, c'est ça. Et là, quelle est votre réaction quand on vous dit ça? Alors, quand on a appris qu'il était 22q13, quand on a eu son génome complet, plusieurs choses. D'abord, vous avez... d'abord, c'est une très mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle, 22q13. Et en même temps, c'est un soulagement. Parce que vous vous dites, donc, ça y est, on sait. Déjà, on sait. Ça fait du bien de savoir. Ensuite, c'est pas moi qui l'ai fait tomber de la table à langer quand il avait 6 mois. C'est pas moi qui l'ai trop... Enfin, vous savez, des trucs... Parce que vous avez... Mais parce que j'ai fumé une cigarette quand j'étais enceinte, parce que j'ai bu un verre de vin... Parce que tous ces trucs-là, vous vous êtes fait tellement de films dans votre tête où vous êtes tellement coupable, quoi, parce que c'est pas normal que votre enfant soit comme ça. Donc ça vous déculpabilise. Et voilà, donc c'est les deux en même temps. Et c'est vraiment cette ambivalence, c'est-à-dire que c'est pas une bonne et une mauvaise... Enfin, c'est les deux, quoi. Vous le prenez en même temps. Et après, quand on a su que c'était ça, on a dit maintenant, on va tout faire, pas pour le sortir de là, parce qu'on savait que... Il guérira jamais. Non, ben non. Il guérira jamais. Mais pour faire que sa vie soit la plus belle et la plus douce possible. Ça, oui. Et vous allez obtenir l'aide de quelqu'un qui est un peu improbable. Regardez, c'est ici que ça se passe. Ah ouais. Et je me demande si tu existes encore. Alors, Claude François fait vraiment partie de ma vie, de notre vie, et surtout de la vie d'Auguste. Parce que depuis... vraiment, alors ça c'est un truc qu'il faut savoir, mais le chanteur malheureux, ça a été une période pour lui très importante, mais aujourd'hui on est beaucoup plus dans les Magnolias, vous voyez, parce que ça change. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Auguste, à 3 ans, avait le regard complètement traversant. Vous étiez en face de lui, mais vous n'étiez pas là. Il était capable de vous... Comme s'il y avait, vous voyez, un mur transparent, quoi. Et donc, c'était un petit garçon qui vous regardait pas, vous étiez pas dans la pièce. Et c'est avec Claude François qu'on a eu les premières vraies réactions d'Auguste, les premiers moments de joie, de danse, où on voyait qu'il s'animait, qu'il souriait, qu'il nous regardait, qu'il levait les bras et tout ça. Et on s'est dit, donc Claude. Donc c'était par hasard en plus. Donc voilà, Claude est très très important et il n'y a rien qui rende mon fils plus heureux que d'entendre du Claude François. Ça, encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui le rend heureux aussi. C'est ça? C'est ça, ouais. Alors, ça, c'est une super idée que vous avez eue. C'était parce alors, c'est pas notre idée, c'est une idée géniale que des parents d'enfants autistes nous ont donnée. Ça s'appelle... Alors, nous, on a appelé ça un dimanche avec Auguste. Ce qu'on a fait, c'est qu'à un moment, on était très fatigués, puis on n'avait plus trop d'énergie avec mon mari, et les week-ends étaient très durs, et puis on avait le 3e petit babou, donc ça faisait beaucoup de choses, et on a dit à tous nos amis, donc on a envoyé un mail à, je sais pas, on a ratissé, hein, les amis des amis aussi, enfin vraiment, peut-être un mail à 70, 80 personnes en disant, voilà, vous savez pas qu'on a besoin d'aide, mais on a vraiment besoin d'aide, parce que quand vous nous voyez, on est plutôt joyeux, on est plutôt en forme et tout, mais la vérité, c'est que les week-ends, c'est dur pour nous. Donc, si vous voulez faire une bonne action, cliquez sur le lien de Calendly et prenez une option sur un dimanche dans l'année avec Auguste. Et les copains ont tous cliqué, se sont tous enregistrés, et en fait, tous les dimanches, il y a des gens qui viennent chez nous, qui prennent Auguste pendant 4 heures et qui l'emmènent faire toutes sortes de trucs. Donc, vous voyez, du bateau, ça, c'est des manèges au jardin d'acclimatation, ça, c'est des balades en forêt, ça, c'est un copain qui lui a fait faire des circuits de voiture. Enfin, et des copains de copains, parce qu'il y a des gens que vous ne connaissez même pas, qui viennent vous prendre le petit. Pas qu'on ne connaît même pas, mais oui. En tout cas, ça va loin. C'est pas des amis toujours très, très proches, quoi. Il y a vraiment de tout. Et ces gens se disent, c'est vrai, un dimanche dans l'année, pour eux, c'est pas énorme, et nous, ça change tout. Et même pour eux, ça change tout, parce qu'il y en a certains qui vous ont dit, oui. Ça a relancé notre couple, en fait, de voir... Non, mais de voir ce que c'est que des choses difficiles. C'est ça, en fait, je pense qu'il y a différentes manières d'aborder le handicap, mais quand vous n'êtes pas directement concerné, vous ne savez pas ce que c'est. Et de passer une après-midi avec notre petit bonhomme, vous vous rendez compte parfois que vos problèmes ne sont pas si graves que ça,
que c'est bien aussi pour vos enfants de voir des enfants différents. Ça peut, après, effectivement, souder des couples qui disent « ça se passe beaucoup mieux avec mon mari ». C'est excellent. Voilà, donc il y a tout, voilà, il y a tout. Et donc, le mot, alors pas de la fin, mais s'il y a un mot que vous employez et que je trouve fort, c'est que c'est un bonheur que vous ne souhaitez à personne, en fait. Ah oui, ça, c'est une citation que j'avais lue un jour. C'était un parent qui parlait d'un enfant trisomique qui dit « c'est un immense bonheur que je ne souhaite à personne ». Et je m'étais dit « ça, c'est vraiment bien trouvé ». Oui. Et vous, pendant ce temps, il a fallu mettre votre carrière entre parenthèses d'écrivain, d'ailleurs, hein, pendant quelques temps. Et puis, vous vous y êtes remise. Oui. Et c'est ici que ça se passe. Approchez-vous, justement. Et oui, là, parce que vous êtes incontournable à l'émission incontournable pour les écrivains, c'est la Grande Librairie. Vous en êtes à 8 romans, hein, c'est ça? Là, c'est mon 8e roman. 8e roman, effectivement. Blonde à forte poitrine, etc. Vous êtes souvent à la Grande Librairie. Et le dernier, je l'ai mis là. Le dernier. C'est celui-ci. Les rêveurs définitifs. Mais que je conseille grave, en fait. Il est super. Merci. Il est super. Les rêveurs définitifs. Non, mais vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il marche bien, alors que vous n'êtes pas encore allé à la Grande Librairie, en plus, pour le coup. On peut faire un petit appel. Non, mais c'est vrai qu'il marche très bien et je suis très contente. Et c'est un livre qui a été écrit pendant le confinement. Et moi, c'était mon moment de liberté le matin. C'est un sas de décompression, je pense, que c'est drôle. C'est ça. Il y a de l'esprit. Franchement, c'est vachement bien, Camille. C'était mon... Mais c'est pas de la flagornerie. C'est un livre très important pour moi. Donc, voilà. Je le conseille, vraiment, vraiment. Et puis en plus de ça, vous avez le temps maintenant pour faire aussi... Hercule et les dieux de l'Olympe, avec la voix de Daniel Mesguich. Une histoire de Camille de Peretti, illustration Eugénie Hudot. Il était une fois une très jolie jeune fille qui s'appelait Perséphone. Elle aimait jouer avec ses amis les nymphes. Oui, en fait, c'est un ami, Martin Solveig, qui a créé cette appli qui est vraiment géniale. Donc sans écran, hein, c'est très important de voir ça, c'est-à-dire oui, parce que théoriquement, c'est noir, ça, en fait. Hein. En fait, l'enfant choisit son histoire et après, l'écran devient noir parce que justement, c'est pour éloigner les enfants des écrans, bizarrement. Ouais. Mais c'est avec un téléphone portable. Et en plus de ça, c'est très intéressant comme exercice d'adapter un grand mythe pour des enfants et en respectant quand même. Alors c'est toujours difficile parce que c'est beaucoup de sang, beaucoup de cruauté, beaucoup de meurtres, beaucoup d'inceste, beaucoup de tout ça. Donc il faut arriver à la mythologie, c'est quand même assez dur, mais c'est vraiment un super exercice pour moi et j'aime beaucoup faire ça. Ouais. On va finir avec la dernière photo. C'est celle-ci. On peut pas ne pas finir avec la Corse. Alors ça, c'est votre sœur. Ça, c'est ma petite sœur, Laure. Qui s'est mariée en Corse. Qui s'est mariée en Corse. Parce qu'elle a un vrai rapport avec la Corse. Elle est folle de la Corse. Elle est très, très corse. Et ça, c'est la photo, mon Dieu, de l'arrière-grand-père qui était ambassadeur de France au Mexique, qui est la gloire de la famille des... Voilà, et qui a encore... De Peretti, oui. Oui, qui a encore sa photo... dans la mairie de Lévis, puisque tous les Peretti Larocca viennent de Lévis. Et donc, voilà. Donc, c'est assez marrant. Et c'est vrai que c'était un mariage totalement féerique. Mais donc, la Corse, on a bien compris que... c'est pas votre tasse de thé, mais c'est pas... Il n'y a pas le cœur. Non, mais il n'y a pas le cœur qui bat comme votre sœur. Alors, pourquoi... Moi, j'ai peut-être une proposition à vous faire. Pourquoi vous n'écririez pas un livre sur des voyages, par exemple, comme a fait vous copiez Bossuet, Voyage en Corse, ça pourrait être une thématique, ça. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Excellente idée. Vous faut à chaque fois une thématique. Oui, c'est pas mal. C'est vrai. Oui. Et puis en Corse, ce serait vraiment le bonheur. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, on se revoit la prochaine fois pour ça. D'accord, ça marche. En attendant, on va faire un selfie. D'accord. Allez, venez à côté de moi. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous, c'était vraiment chouette. Grosse bise à Orson, à Auguste, à votre mari. Et au troisième, comment il s'appelle déjà? Vadim. Vadim, et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. C'était trop chouette.